Madame, Messieurs, bonsoir et merci encore une fois pour votre confiance dans ces nouveaux numéros de votre magazine Table Ronde. Un seul thème ce soir, un thème interrogatif d'ailleurs. Y a-t-il une différence entre dialogue selon la résolution 2277 et les dialogues selon l'ordonnance présidentielle, si je me trompe, du 28 novembre 2015 du chef de l'État? Nous nous posons cette question. Pourquoi? Parce que si ces assises tardent à venir, parce que même ceux-là qui ont accepté ces dialogues continuent à poser de préalables, à poser de conditions. Et les toutes dernières conditions posées par surtout l'opposition réunie après le conclave de Bruxelles autour de Tshisekedi, je peux le rappeler ce soir, non au dialogue convoqué sur base de l'ordonnance du 28 novembre de Joseph Kabila, oui au dialogue convoqué dans l'esprit et la lettre de la résolution 2277, la libération des prisonniers politiques sans condition, mise en place d'un panel de envoyés spéciaux de la communauté internationale pour des raisons de transparence. Au-delà de cela, il y a encore d'autres conditions posées, pas par l'IDPS, mais par l'opposition réunie au sein du rassemblement. Ces rassemblements qui a vu les jours après le conclave de l'opposition tenu du 8 au 9 juin dernier à Bruxelles. Ce soir, nous recevons trois éminents professeurs. Ils représentent aussi les différentes tendances politiques, les protagonistes, s'il faut qu'on les appelle ainsi, pour les dialogues politiques et même les processus électoraux. Les tout premiers que nous recevons, on a décidé de le rappeler après une émission qu'on a reçue. Professeur Stéphane Nzita Dinzita, il est président du Parti du Peuple pour le développement du Congo. C'est un parti centriste. Parti du peuple pour le progrès du Congo. Effectivement. Parti centriste. Vous avez proposé une recette, mais rejetée par Koné Nanga aujourd'hui, parce qu'il a dit qu'il n'y aura pas élection en 2016. Bienvenue, professeur. Merci. Alors, à votre gauche, on reçoit aussi le professeur Kalele Kabila. Il est président du Front pour le nouveau type des Congolais. Il est membre de FAC, de la dynamique de l'opposition, mais aussi du rassemblement, professeur, parce que vous avez été représenté valablement au conclave de Bruxelles, professeur. Oui. On suppose qu'aujourd'hui, professeur, au nom du rassemblement, vous soutenez le dialogue, mais le dialogue selon la résolution 2277. Même avant. Même avant. Très bien. Alors, professeur Omeonga, c'est le tout dernier invité qu'on reçoit ce soir. Il représente la majorité présidentielle. Il est secrétaire général adjoint chargé de l'idéologie du PRP. Bonsoir, professeur. Bienvenue. Bonsoir, John. Je pose la question, c'est valable pour tout le monde. Y a-t-il une différence entre le dialogue selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité et le dialogue selon l'ordonnance présidente de la République qui a convoqué le dialogue le 28 novembre 2016. Professeur Kalele, vous avez la parole. Bien, merci de l'invitation. Je vous en prie. Oui, il y a une différence. Et elle est de taille. Parce que le problème ici, fondamental, ce n'est pas le concept dialogue, c'est les objectifs qu'on veut atteindre à l'issue de l'une ou l'autre de ces rencontres. Je crois même qu'il y a eu une évolution dans l'entendement de nos amis de la majorité. Parce que je suivis Michael Jean, secrétaire général de la francophonie, qui va dans le même sens. Je suivis également la réplique du ministre de la Communication. Jean-Bert Mendé. Oui. Le dialogue initialement prévu par Joseph Kabila en novembre de l'année dernière entrait dans l'arsenal des astuces pour pouvoir obtenir, si pas un troisième mandat,
mais tout au moins avoir un glissement avec l'aval de la population. C'est la raison pour laquelle nous l'avions rejeté. Le dialogue tel que entendu par la résolution 22/77 veut qu'on évite des troubles demain ou après-demain, qu'on discute ensemble, mais dans le cadre strict de la Constitution et pour le respect de la Constitution. Très bien. Ça signifie quoi? Ça signifie que le mandat, par exemple, de Joseph Kabila se termine à la fin de cette année. C'est constitutionnel. Ce n'est pas l'opposition qui demande ça. Ce n'est pas non plus la communauté internationale qui demande. Mais c'est vous qui les rappelez quand même. Ça, il faut le dire. Ça fait même. Mais est-ce que c'est un tort? Non. C'est un tort, non. Alors, parce que Joseph Kabila, en signant la Constitution, il savait que ces 2 mandats, professeur, et pas un troisième, c'est 5 ans, et pas 5 ans et 2 heures. Professeur Meonga, quelle différence vous faites? Dialogue selon la résolution 2277, dialogue selon l'ordonnance du chef de l'État. Le professeur Kalel a dit qu'il y a une forte différence, même surtout par rapport aux objectifs visés. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une différence entre le dialogue convoqué? Merci beaucoup, mais je ne partirai pas sur les objectifs d'abord. La première chose sur la forme, effectivement, et le dialogue convoqué par le président de la République semble dans le cadre constitutionnel, c'est-à-dire la loi interne. Et que la loi interne, le président convoquant ce dialogue-là, n'a pas parlé de mandat. Parce que les mandats, il est dit clairement dans la Constitution de la République, en convoquant le dialogue, parlait plutôt des processus électoraux, de manière apaisée. Il n'a pas énoncé le problème des mandats. Les problèmes des mandats sont dans l'essence peut-être d'interprétation de chacun. Ça, c'est la loi interne. Deuxième chose, la communauté internationale, l'organe supérieur, a pris aussi une résolution 2277, dans laquelle la révolution, effectivement, il complète les présidents de la République, mais cette fois-ci en état trop précise, en disant oui, les dialogues, mais cette fois-ci dans les délais constitutionnels, comme prescrit dans la Constitution. Et ça, il faut le dire que c'est au niveau de l'interprétation, même le président de la République a convoqué ces dialogues-là, n'a pas dit que je dépasse les 2 mandats, mais il parlait plutôt des processus électoraux de manière apaisée. Mais la communauté internationale précise bien qu'effectivement, il faut respecter la Constitution, le délai des élections et aller dans les dialogues. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup, la nuance est tout simplement de la forme, mais pour le fond, les objectifs, je crois que je ne suis pas d'accord avec le professeur Kalele. Alors, professeur Nzita, vous pensez que, en suivant le professeur Kalele et le professeur Meonga, vous êtes aussi tenté de confirmer qu'il y a une différence ou pas entre le dialogue convoqué selon la résolution et selon l'ordonnance du président de la République? Les deux ont raison, mais je pense que le problème ici, c'est ce qui n'est pas dit. Qu'est-ce qui n'est pas dit? Que les dialogues maintenant convoqués et les nouveau-nés du dialogue avorté qu'on appelait conclave. Le peuple demandait les dialogues, la majorité insistait sur les conclaves. Eh bien, les conclaves n'ont pas atteint les objectifs. Maintenant, nous avons 2 niveaux de responsabilité. Le Congo, c'est un pays qui sort d'une crise, nous sommes encore en crise, donc il faut qu'on puisse atterrir en douceur. Je suis d'accord avec le professeur Meonga que le chef de l'État n'a jamais dit qu'il veut, lui, briguer un 3e mandat. Non, il n'a jamais dit ça. Et je ne veux pas, moi personnellement, nous, dans la majorité morale, nous ne voulons pas prêter des intentions parce que nous pensons que le chef de l'État va surprendre beaucoup. Mais l'opposition le dit, le professeur Kalel l'a rappelé ce soir. C'est leur droit. Je pense que ici, le chef de l'État a dit clairement, ne faites pas de moi un dictateur.
Et il a, aux élections passées, il a pris l'exemple du vendeur de œufs qui ne veut pas de bagarre. Donc j'ai confiance à ces mots-là qu'il a dit. Mais les contextes ont changé aussi, vous savez. Nous avions 11 provinces, on a maintenant 26. Donc aujourd'hui, le dialogue appelé par le chef de l'État, sauf erreur, a peut-être déjà expiré par rapport au délai qu'il a donné. Les droits congolais, c'est un droit écrit. Et les délais, à mon avis, sauf erreur, je n'ai pas encore dit ça, c'est expiré. Donc, reste sur la table un seul dialogue, c'est le 22 septembre. Mais qui doit convoquer alors ces dialogues? Parce que le 22 septembre. Le problème du dialogue, selon l'ordonnance, c'est parce que c'est convoqué par le chef de l'État ou c'est le professeur Kalele. Vous soutenez les dialogues selon la résolution du Conseil de sécurité. Mais qui doit convoquer ces dialogues? C'est les Nations Unies ou c'est le chef de l'État? Non, ne nous perdons pas. D'abord, fondamentalement, il y a une différence. S'il n'y avait pas de différence, on n'en serait pas à nous tirailler jusqu'au... C'est vous qui constatez ces différences jusque-là. Vous avez suivi les uns. Oui, monsieur. De novembre 2015 à aujourd'hui, ça fait pratiquement une année. Ça n'a pas été organisé. Dans l'ordonnance là-bas, on avait même fixé un délai. En ayant 10 jours, on convoque. Je dis, je me répète, ce sur quoi on est en train de se tirailler, c'est les objectifs. Nous savons, dans le chef de la majorité, depuis 2014, il y a eu plusieurs stratégies de glissement ou de retouche de la Constitution. Ce ne sont pas des procès d'intention comme on vous l'a rappelé, parce que dans l'ordonnance, on parle du processus électoral, mais on ne parle pas du troisième mandat. Le professeur Omeonga l'a rappelé encore. Ne faisons pas des débats d'école. Vous avez fait les lettres, je suppose. Bien sûr. Oui. Mais la parole n'est pas le seul mode de communication. Hein. Le regard communique. Les gestes communiquent. Le silence, c'est aussi un mode de communication. On peut pas ne pas... Je ne vois pas un seul responsable politique qui n'ait pas de porte-parole. Même mon ami ici, le recteur, dans son université, a un porte-parole. Lorsque Mende parle, lorsque les communicateurs de la majorité parlent, les Atundu et compagnie, ils rendent la pensée de Joseph Kabila. Si ce n'était pas le cas, il aurait dû les rappeler à l'ordre. Ici, ce qu'on a visé, je parlais du professeur Bochab, de Kambila, de Claude Machala, de Kinitié et consorts, très clairement, et même de Nemwanda Semi, glissons ensemble. Nous enregistrons tout ça, nous sommes des chercheurs. Et les gens qui ont parlé du glissement, pratiquement tous ont été promus à des fonctions supérieures, sauf le professeur Omeonga. Je vais plaider son cas. C'est-à-dire qu'ils sont dans le bon. Okay. Alors, maintenant, je crois le professeur Omeonga, hors micro, a dit quelque chose d'intéressant. La loi, le droit international est supérieur au droit interne. Mais tel n'est pas le débat. Nous voulons quoi, étant donné que le processus électoral a pris consciemment du retard. C'est un retard voulu. On n'a pas voulu organiser les élections. Sciemment, on fait quoi? On
on dit coup de chapeau à ceux qui ont refusé d'organiser les élections, ou on les sanctionne, ou on s'arrange autrement. Le 22 77 voudrait que les Congolais se rencontrent pour éviter que demain le pays brûle. Que doit faire la majorité pour qu'elle vous rassure que le dialogue qu'elle veut aussi, elle, est celle que vous souhaitez, c'est lui que vous souhaitez aussi selon cette résolution? C'est pas là, non. La majorité, on lui dit le délai constitutionnel, messieurs, puisque vous avez refusé d'organiser les autres élections, il est encore possible, d'ici la fin de l'année, d'organiser l'élection présidentielle. Professeur Omenga, je préfère que vous puissiez réagir un peu à ce que le professeur Kalele vient de dire tout à l'heure. Effectivement, le professeur Kalele a raison, on dit que bon, moi je n'ai jamais été nommé, mais les autres ont été nommés. Mais ce n'est pas ça la raison. Mais ce que je voulais dire tout simplement que, effectivement, dans la cour du chef, il y a beaucoup de gens qui parlent de manière individuelle ou flatter trop les chefs de l'État, de gauche à droite. Mais vous avez su et vous avez été au courant qu'à une des réunions à Nakati, le président de la République a appelé tout le monde à l'ordre. Vous étiez au courant? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit que je n'ai jamais dit à une réunion quelconque que je voudrais glisser ou je voudrais avoir un troisième mandat. Il appelait les membres du bureau politique à s'organiser et faire face aux élections et aller d'une manière sereine au dialogue. Écrit un collègue de la communauté scientifique, si Kabila a écrit effectivement pour tout simplement montrer qu'il est beaucoup plus chef de l'État que les autres, bon, et ils ont été effectivement promis à des postes, mais ce n'est pas pour autant qu'ils traduisent fidèlement l'intention du chef de l'État. Donc le chef de l'État n'a jamais dit à quelqu'un, autorisé qu'il va dire comme ça, peut-être dans la manière, de manière individuelle que chacun coupe ça, mais c'est pour dire que je pense qu'il ne faut pas peut-être dire que tel qu'a dit Bouchab, c'est ce que le président va dire, tel qu'a dit Jean-Pierre Kabila, c'est ce qu'il va dire. Moi, je pense que pour le dialogue, dans les deux sens, ce qui est important dans mon imagination à moi, c'est le travail de facilitateur Kodjo. C'est Kodjo qui doit regarder, et ça c'est son travail, pour essayer de voir parmi les deux tendances, les deux sens, les deux options, dialogue 22-77 et dialogue Kabila, comment il peut faire la jonction ou voir les termes à faire ce bureau-là pour discuter et trouver un consensus. Ça fait déjà manifester la volonté de convoquer un dialogue selon cette résolution. Qu'avez-vous déjà fait par rapport au principe ou à l'esprit ou à la lettre de la résolution qui demande aussi ces dialogues? Non, quel est le dialogue? Le dialogue du président la résolution, les dialogues selon la résolution. Non, ce que je dis, il y a eu toujours, comme le professeur Kaïla a dit, il y a eu tellement l'évolution à ces dialogues, parce qu'il y a eu tellement à chaque fois des contraintes demandées par l'opposition, et que le président, dans son intention, ne voulait pas faire les concertations bis. Il fallait cette fois-ci qu'il y ait un dialogue inclusif, c'est-à-dire tout le monde devait participer. Et il faut prendre du temps pour au moins convaincre tous les indécis, les gens qui ne veulent pas comprendre, il faut les faire comprendre doucement, et en fin de compte, nous voyons aujourd'hui, tout le monde est malade. Maintenant, aujourd'hui, le temps qu'on a pris, effectivement, comme disait le professeur Cita, le temps que ça a été dépassé, même là a été dépassé, mais enfin, on voit qu'il y a quand même un engouement vers le dialogue, quelle que soit la forme, un ou deux. Mais maintenant, même les gens qui sont... Comment capitaliser alors? Les gens qui sont apportés à Bruxelles, même si en dehors du pays, mais ils avaient un point positif. C'est qu'ils ont accepté d'aller au dialogue, même en sortie de certaines contraintes. Et c'est normal d'avoir la négociation, qui est déjà l'ambiance pré-négociation, d'autres ont des avis contradictoires. Mais en finalité, vous allez voir quand ils vont partir dans le bureau, comment on appelle ça, préparatif, vous allez voir dans les comités préparatoires, vous allez voir qu'il y a toujours des gros aux petits et une solution va être trouvée. C'est ça le travail de facilitateur. C'est d'amener les gens qui sont divergents à des points de vue convergents plus ou moins. C'est ça le dialogue. On va parler de ces facilitateurs aussi qui est mal vu même si tu parles l'opposition ces derniers temps. Professeur Stéphane Nzita, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les concessions n'existent plus eu égard aux positions
adoptée par les uns et les autres, prétend conclure que les concessions ou la concession au Congo n'existe plus. C'est à tort qu'on demande encore les dialogues convoqués par les chefs de l'État. Son délai est expiré. Le droit congolais, c'est un droit écrit. Donc, à la table est un seul dialogue, celui de 2277. La question est-ce que Kodjo peut nous amener là-bas? La réponse est non. Pourquoi? Il n'apparaît aussi au Burundi. Depuis qu'il est venu ici, il est partout sauf ici. Il est à Brazzaville célébrer l'élection du président Sassou. Il est là-bas. Et il n'apparaît aussi à réunir la classe politique congolaise. Il a d'ailleurs, lui, un étranger, vouloir être le faiseur des rois. Il pense qu'il connaissait qui est qui ici. Non. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait rassemblé tous les professeurs, un jour par les peuples, il part avec eux, et d'autres classes politiques. Il a fait des tours, plusieurs voyages à Bruxelles pour rencontrer Tshisekedi, vous savez. Là, c'est pour perdre l'argent de la République, vous comprenez. Il aurait réuni, il y a 500 partis politiques, il y a combien de sièges au Parlement, il peut les avoir dans un temps. Écoutez, il n'a jamais dit son agenda c'est quoi. Jusqu'à présent, personne ne connaît, vous y compris, quel est l'agenda de Kodjo. Kodjo a prouvé ses limites. Nous on ne chasse pas des gens ici, mais nous voulons qu'on puisse joindre à M. Kodjo d'autres personnes. Là, j'appuie ces gens qui pensent qu'il faut qu'il ne soit pas seul. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. Un seul Kodjo ne peut pas apporter les fardeaux du Congo. Il a prouvé ses limites et acceptons-le avec courage. Professeur, est-ce que le problème ne se pose pas au niveau de la majorité, mais au niveau de la facilitation aussi, qui, selon le professeur Stéphane, pouvait aussi nous aider à convoquer ou à vous mettre ensemble autour de ces dialogues tels que souhaités par la résolution du Conseil de sécurité? Avant qu'on avance le nom de Kodjo, nous savons très bien que Abdou Diouf avait été sollicité. Nous savons aussi très bien que Jean Ping, je crois, avait été ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, avait aussi été sollicité. Connaissant les problèmes, les dessous des cartes politiques au Congo, les deux premiers avaient décliné l'offre. Monsieur Kodjo est venu ici. La première fois, il n'était pas reçu par Joseph Kabila. Il s'en était plaint. La deuxième fois, on n'entre pas dans les détails. La deuxième fois, il a accepté. Et on a trouvé qu'il avait un parti pris, un penchant pour l'un de deux camps, la majorité. C'est la raison pour laquelle, lorsque il a appelé l'opposition, la dynamique jetée de la délégation, nous avons refusé. Mais que reprochez-vous à Aïden Kodjo? Le parti pris. Un facilitateur, ça doit être un arbitre. Vous savez qu'il répond toujours, surtout à tout ce que vous exigez à travers Etienne Tshisekedi, il vous l'accorde jusque-là en tout cas. Même l'opposition qui a accepté ces dialogues reprochait à Kodjo de donner des privilèges à l'IDPS qui est de l'opposition, professeur. Non, mais est-ce que son dernier voyage à Bruxelles avec pas seulement Tshisekedi, le comité de sages qui a été mis en place à l'issue du conclave, ils ne se sont pas entendus. Vous avez suivi les déclarations de Olenga, vous avez suivi les déclarations des autres, et vous avez suivi les propres déclarations de M. Kodjo. Ils ne se sont pas entendus. Ça bute encore toujours sur le sens donné par les uns et les autres au
dialogue. On ne s'en prend pas à M. Kodjo comme individu. C'est un ancien secrétaire de l'OUA, c'est un ancien premier ministre. Il a les compétences nécessaires pour... Mais vous pensez qu'il a un penchant qui ne lui permet pas... Non, on ne pense pas, on a des preuves. Il a un penchant. Et c'est ça qui lui complique la tâche. Même une bonne partie de la communauté internationale Kodjo a un penchant... Il n'était pas un homme indiqué, du reste il était malade. Kodjo a un penchant vers vous, il a position même des preuves pour ça. Faudra-t-il le remplacer? Vous pensez qu'on doit reprocher Kodjo jusqu'à le remplacer ou à le faire accompagner d'autres envoyés spéciaux par exemple? Vous savez, ça dépend de la formation de chacun. Kodjo, c'est un diplomate, c'est un fonctionnaire international. Et vous savez, moi personnellement, quand les gens condamnent disant que non, les gens qui sont partis à Bruxelles, ils ne pouvaient pas aller voir les ministres des Affaires étrangères, nous qui faisons des relations internationales, c'est la politesse. Vous devez quand même si vous êtes contre lui, présenter dans la forme qu'il vous a accueilli. C'est le fait de même Kodjo. C'est vous de la majorité qui avez condamné cela. Ce que j'ai dit, moi, de ma formation, je peux voir autrement que la majorité. J'ai dit la formation, moi je suis un internationaliste, un diplomate et un futur diplomate. Donc, c'est pourquoi la diplomatie a ses propres règles. Vous voyez ça? Moi, les autres peuvent condamner ça, mais moi je vais autrement. Faudra-t-il remplacer Den Kodjo? Alors, je viens pour dire que non, M. Kodjo, pas seulement des penchants, mais M. Kodjo, c'est un diplomate. Quand il était envoyé ici, la première chose, il devait voir le président, c'est-à-dire le responsable premier de la République démocratique du Congo, là où il va travailler. Il doit être reçu. Et quand il sort de l'audience, même si M. Kodjo, ça ce sont des choses de diplomates, même si M. Kodjo n'est pas d'accord avec le président de la République, il ne veut pas venir d'un coup, voilà, j'étais avec le président de la République, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il m'avait dit. Ça, c'est manquer à certaines règles diplomatiques. Vous voyez ça? Et les gens le font tout simplement qu'ils disent, j'ai été reçu par le président de la République, nous avons bien causé, il m'a donné des conseils, alors on dit non, voilà, donc, comme il a été reçu par le président de la République, il y a des penchants. Mais M. Kodjo, comme vous venez de le dire, effectivement, M. Kodjo, s'il avait des penchants, il devait déjà appeler le bureau, comment on appelle? Le comité préparatoire. Mais parce qu'il s'en tient aussi à des conditions réclamées par l'opposition, vous venez de le dire. Il a dit lui-même que lui ne peut pas appeler ce bureau préparatoire tant qu'il n'a pas l'aval de M. Tshisekedi. Il a dit, sans Tshisekedi, il n'y a pas de dialogue. Tout le monde a lu à la télévision. Vous voyez ça? Donc, s'il avait des penchants, il avait déjà dit, bon, j'ai fait, maintenant le dialogue est mini, bon, Kabila, et puis nous partons. Ça suppose que M. Kodjo suit aussi la réalité sociologique et politique. Donc il n'a pas de penchant comme on le répond. Non, c'est pourquoi je donne de raisons pour qui milite à montrer le contraire de ces penchants vis-à-vis de la majorité. Effectivement, c'est toujours aussi la majorité qui parfois, il y a des coïncidences avec les arguments de M. Kodjo et aussi c'est toujours de s'encapaner de M. Kodjo. Et l'opposition voit toujours que non, cette coïncidence, il y a toujours des problèmes. Mais sinon, il n'y a pas de penchant parce que M. Kodjo accepte presque toutes les revendications données par l'opposition. Doit-on le faire entourer des envoyés spéciaux? Les envoyés spéciaux, c'est-à-dire les panels. Oui. Moi, je crois que moi, je ne trouve pas d'inconvénients. Moi, je ne trouve pas d'inconvénients. Alors, pour qu'il y ait l'intérêt de la nation, pour que ces histoires avancent, pour qu'on garde certains intérêts vitaux de la population, je ne vois pas qu'on doit vraiment s'attarder pour l'histoire des panels. Quand ils viennent, nous savons très bien que c'est pour le processus électoral, je ne vois pas de problème. Alors, professeur Ndita, on parle de cette résolution 2277. Le professeur Kalel l'a rappelé que ça voudrait aussi qu'il y ait élection dans le délai constitutionnel, mais tel pas le cas selon le président de la CENI. D'ailleurs, elle est à pied d'œuvre, cette structure, pour démarrer les opérations de l'enrôlement des électeurs. Comment sauver la situation par le dialogue, eu égard aux réalités liées au processus électoral, surtout pour cette année considérée ou réputée d'alternative? Il y a trois choses. La CENI se trompe dans les sémantiques et les définitions. Elle pense qu'on dit elle est organe technique, c'est qu'elle va créer des règles. La CENI est l'arbitre entre deux équipes. L'arbitre ne crée pas de règles,
elle joue par rapport aux règles préétablies. Donc, la CENI, on la constitue, la deuxième chose, dans les pays où il y a un déficit de confiance. Normalement, on demande au ministère de l'Intérieur d'avoir des élections, mais nous savons que ça ne sera pas correct. Donc, vous avez quelqu'un qui vient parce qu'on a besoin de béquilles. Et lui maintenant pense que, voilà, je suis indépendant et à la Constitution, et à la logique, et aux lois du pays, et même quand il s'en va par devant la Cour constitutionnelle, prêter serment et venir nous dire à la télévision que l'année 2016, c'est une année électorale. Et puis, tourner le dos dire, il n'y aura pas élection. Si vous prêtez serment, vous jurez, vous ne pouvez pas trahir votre serment. Et je pense que s'il n'y a pas d'élection, parce que M. Nanga pense que lui, organe technique, il doit créer les règles. Mais comment sauver alors la situation, professeur? C'est simple. Parce que c'est une réalité selon la CENI. Ce n'est pas une réalité, c'est une imagination. La nostalgie de M. Malomalo qu'il a laissé là-bas, M. Ngomunda qu'il a trouvé là-bas, et maintenant il est là. Et son expertise entre ces deux personnalités-là, c'est ça qui le rend expert incroyable. Il ne l'est pas. Je pense qu'il doit faire ceci, il doit comprendre que la situation de ses mentors, M. Malomalo et M. Ngoïmoulunda, a totalement changé. Maintenant, nous avons 26 provinces au lieu de 11. Mais que doit faire la classe politique avec cette information vous livrée par la CENI? Que devez-vous faire? Arrêtez de trop parler. Il y a trop parlé pour rien. Qu'elle soit de la majorité et de l'opposition. Avançons vers le peuple, dire au peuple qu'on ne nous traite pas des bourriques. Nous pouvons, nous autres, les pays est arrangé, organisé. Nous avons des quartiers. Après les quartiers, avant les quartiers, il y a la rue. Il y a un chef de la rue qui est connu. Il y a un chef de quartier qui est connu. Il y a la commune qui est connue. Il y a le village qui est connu. Il y a le groupement qui est connu. Il y a le secteur qui est connu. Mais c'est Nanga rêve. Et on ne peut pas maintenant, le pays est un pays unitaire, fortement décentralisé. Toutes les provinces se valent et M. Nanga ne peut en aucun cas dire je privilégie les Congo central et pas les Sankoro. Donc, M. Nanga doit rester dans la constitution de la République où il trahit son serment. Professeur Kalele, vous exigez le dialogue selon la résolution 2277 qui voudrait qu'il y ait élection dans le délai constitutionnel. La CENI vous dit cette année il n'y aura pas élection. Comment relever ces défis? Elle est fautive. La CENI est tenue au respect de la Constitution comme nous tous. Elle n'a aucun pouvoir de dire « moi je veux organiser les élections en 2017 ou 2020, etc. » Elle n'en a pas. Elle a outrepassé ses pouvoirs. C'est comme également la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, du reste, nous faisons tous des recherches. Vous savez que le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle ne figure même pas encore au journal officiel. Donc, il n'engage personne. Au contraire, on sait que dans les coulisses, les juges de la Cour pourront publier récemment un arrêt, leur arrêt. Et cet arrêt dit, l'article en question ne pose pas de problème d'interprétation. Donc, la Cour comme comme la CENI n'ont pas le pouvoir de créer de rédiger d'autres constitutions. Mais parce qu'elle dit que c'est la réalité cette année, pas elle est fautive. La CENI là, elle est fautive. C'est un usurpateur et un délinquant par rapport à la Constitution. La seule possibilité qui nous reste ici, d'ailleurs, pour organiser les élections, on n'avait pas besoin de ce dialogue. Si on suivait seulement le processus et les prescrits de la Constitution. Puisque nous sommes là à cause d'une situation artificiellement créée, tous les experts, nous-mêmes comme étrangers qu'on a consultés, disent
qu'il est encore possible, dans le temps qui nous reste, d'organiser l'élection du président de la République. Et c'est l'élection déterminante. C'est encore possible. Professeur Meonga, la CENI, je l'ai dit tout à l'heure, quelle devait être l'attitude de la classe politique que vous êtes au lendemain de l'annonce de cette information par la CENI? Oui, en principe, la CENI devait faire le travail en fonction des moyens qu'on lui donne. Bien qu'elle est indépendante, mais il a déjà présenté des contraintes par rapport à son travail. Il a dit, moi, les moyens que j'ai ne me permettent pas d'organiser les élections à ces délais-là. Il a demandé l'argent, il a présenté beaucoup de contraintes. Et la classe politique s'est divisée par rapport à ces contraintes-là. Et ce qui est effectivement, ce qu'on dit en Sciences Po, il faut maintenant gérer la situation en face. En face de nous, c'est-à-dire qu'il y a le délai qui n'est plus possible d'organiser d'après la CENI. Que faut-il faire? Mais c'est maintenant que j'apprécie maintenant le comportement de nos amis qui sont partis à Bruxelles pour aller voir que, vu cette réalité, nous pensons que le dialogue doit être imminent. Le dialogue, quel que soit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sait de se retrouver autour d'une table pour dire que maintenant, il n'y a plus moyen d'organiser des élections. Que faire pour l'avenir? Vous pensez qu'il n'y a pas élection dans le délai, on peut négocier une date au dialogue? Et consensus, et la CENI est l'émanation de la classe politique, du Parlement, là, c'est-à-dire la classe politique. Si aujourd'hui il y a un consensus entre nous et les gens de Bruxelles, nous disons que, vu ça, considérant ça, vu ça, donc, comme il n'y a pas d'élection, voilà, la classe politique a décidé ainsi, la CENI ne peut rien dire. On doit négocier une date au dialogue, professeur Stéphane Nzita. On confond les choses ici. Le dialogue n'est pas supérieur à la Constitution. Nous n'avons pas à négocier la Constitution. C'est la Constitution qui constitue tout. Et dès lors que nous créons d'instabilité dans ces pays, avec des doutes qui flânent, la monnaie dégringole, la confiance part, et le peuple congolais souffre maintenant. Les gens sont habitués au pouvoir maintenant que la justice devient un calvaire. Elle est des poids de mesure. Il y a des gens qui commencent à trop s'enrichir par rapport aux autres. Les Congolais en ont marre. L'équation qu'on oublie ici, les facteurs déterminants, c'est que si les gens de Bruxelles, comme il en parle, et les gens de majorité s'entendent, ils n'ont pas encore réussi à s'entendre avec les Congolais qui demandent une seule chose, les élections, point très bas. Parce qu'il n'y en aura pas, est-ce qu'on peut négocier une date? Monsieur Nanga n'est pas le seul. D'ailleurs, il a quand même douté, il a quelles compétences? Il n'a pas réussi. Nous pouvons les remplacer. Il est temps que Monsieur Nanga soit remplacé par des hommes valables. Il y en a dans ces pays. Mais il n'y aura pas du temps. Si Nanga, c'est maintenant un cancer. Il doit immédiatement soit démissionner par honneur ou bien être remplacé par responsabilité. Est-ce que ce n'est pas de l'acharnement que vous faites? Ce n'est pas l'acharnement. Je suis en colère quand je vois ce qui s'est fait à Beni. Aujourd'hui, quand nous parlons, je suis en colère quand je vois ce qui se fait dans les quartiers à Kinshasa. Je suis en colère quand je regarde les étudiants, quand je regarde la classe, la population. Mais c'est à cause de Nanga, sans élection, il n'y a pas une nation qui se fonde. Et Nanga est en train d'arracher de notre bouche ce que nous avons déjà obtenu, les élections. Et vous savez, nous allons avoir les élections, même si Nanga, dans ses caprices, pense que c'est impossible. Nous allons les traduire par devant la Cour suprême. Vous êtes un sociologue, un grand sociologue d'ailleurs dans notre pays. Vous savez très bien que les grandes nations, même des grandes guerres dans l'histoire, ont été vaincues par soit des concessions, soit du dialogue. Est-ce qu'on peut pas, est-ce que c'est pas possible, c'est sorcier de négocier une date pour les élections parce que c'est pas possible d'être convoqué cette année, professeur? Non. Ouais, c'est ce que on est tout souvent en train d'embrouiller la population. Ce n'est pas possible. Pourquoi? C'est la question de départ. Si je prends par exemple ce qu'on donne là, le problème de moyens. Les contraintes, il y a même technique aussi, logistique. Oui. Il y a même des lois qui ne sont pas encore là. Oui. Le fichier qu'on doit actualiser, l'enrôlement des électeurs, des jeunes majeurs, de la diaspora.
Je peux parler. Vous avez la parole, professeur. D'accord. Là, je prends 2 cas. Les élections des députés provinciaux étaient programmées. Les candidatures ont été déposées. Les cautions ont été payées. Ces élections n'ont pas eu lieu. Pour cause, point d'interrogation. 2. Nous prenons le budget depuis 2012. Le Parlement dégageait aux environs de 250 millions de dollars à remettre à la CENI pour les préparatifs électoraux. Pendant 5 ans. De cet argent, d'après le rapport publié par la CENI elle-même, elle n'a reçu que 17%. Le reste a pris d'autres schémas. Donc, ce n'est pas un problème de moyens financiers, c'est un problème de volonté politique. On n'a pas voulu organiser. Et on a voulu mettre les gens devant un fait accompli. C'est pour cela qu'on dit que pour le moment, par exemple, on ne peut pas organiser les élections à la base. On ne peut pas organiser les élections provinciales et les autres. Mais on peut encore organiser l'élection présidentielle. Alors, je vous relance, professeur. Qu'est-ce que cela peut engendrer s'il n'y a pas élection, comme la CENI l'a dit, cette année? Qu'est-ce que cela peut engendrer comme Mais il y aura des troubles. Il veut créer des troubles, ce monsieur-là. Alors, professeur... Vous prenez... Permettez. Permettez. Vous prenez le préambule de notre Constitution. On a voulu les élections, pourquoi? On a constaté que depuis notre accession à l'indépendance, il y a crise, entre autres, principalement parce que nous sommes dirigés par les gens qui nous sont imposés. Pour nous en sortir, choisissons nous-mêmes par élection nos dirigeants. Et vous venez aujourd'hui pour supprimer encore l'élection. Mais la conséquence, c'est quoi? Vous replongez le pays dans la crise. Le ciel va-t-il tomber s'il n'y a pas élection cette année? Non, mais moi je pense que pour éviter tout ça, pour conserver les acquis, pour épargner la population de la diffusion du sang, raison pour laquelle je l'ai dit, un élément positif de Bruxelles, c'est que ils ont dit qu'ils sont pour les dialogues. Pour l'instant, tout ce qu'on va parler ici, les dialogues double sens, les problèmes processus électoral, je crois que quand il y a ces dialogues-là, les gens qui vont discuter, ils vont trouver des termes et des références consensuelles pour essayer de trouver des solutions. Et alors pourquoi une concession? On refuse déjà les concessions, vous suivez les uns les autres aussi. Non, écoutez ce que j'ai dit. Je veux dire, il n'y a jamais... Les dialogues, c'est la négociation. Même moi, je suis de la majorité. Mais nous ne pouvons pas partir avec des positions tranchées vis-à-vis des gens de l'opposition en disant que non, c'est ce que nous allons gagner. Il y a des concessions à chaque fois qu'il y a discussion, des négociations. On ne peut pas aller avec des positions tranchées en disant que celui-là ne connaît rien. Non, il faut écouter l'autre et parler et dire que non, ce qu'il a dit c'est bon et ce qu'il n'a pas dit c'est mauvais et ce qu'il a dit, on fait la jonction pour trouver un consensus qui devait avancer le pays. Sinon, si on reste dans des intérêts privés, des positions privées, on ne peut pas avancer. Ça, c'est la majorité comme de l'opposition. Moi, la majorité, c'est dans ce sens qu'on pourrait aider les chefs de l'État. Si nous commençons à faire des déclarations pour les intérêts privés, sinon on ne peut pas avancer. Et puis, si on ne peut pas arriver à un chaos, comme disait le professeur Kalele. Comment négocier ces virages aussi difficiles? Ne peuvent pas prendre le peuple comme des cons. Les propriétés du pouvoir, c'est le peuple congolais. Il faut que M. Nanga, la CENI et la classe politique respectent le peuple. Quand on donne un mandat, c'est un mandat qu'on donne. Point très barre. Et aller au-delà, c'est l'insulter, c'est marcher sa tête, c'est provocateur. Professeur Kalele, dans 10 secondes, comment négocier ces virages-là? Bon, pour le moment, je ne sais pas exactement ce qu'il faudra faire. On continue à réfléchir. Mais il est étonnant, il est même scandaleux, après les propositions qui ont été faites et
qui s'inscrivent dans la Constitution. Mon ami le recteur ici a parlé de tueries. Il n'y a même plus de tueries à Béni. Il y a des égorgements d'individus. À Bruxelles, on dit qu'il faut assurer la sécurité et prioritairement à Béni. La majorité dit je rejette tout ça. Hein? Il faut mettre fin au Koulouna à Kinshasa. Je rejette tout ça. On a fini, professeur. Comment négocier rapidement? Vous rejetez tout. Même ce qui est bon pour la nation. Le professeur Karéja a raison. Donc, j'ai dit, à Bruxelles, il n'y avait pas que des négatifs. Il y avait aussi des positifs. Moi, je l'ai dit, il y avait des positifs. Il faut capitaliser les choses pour faire avancer le pays. Et on ne doit pas voir certaines choses dans les intérêts privés. C'est dans ce sens que nous pouvons aider les chefs de l'État. Si nous partons dans des positions tranchées et que les radicalismes règnent sur les consensus, on ne peut pas s'en sortir. Très bien. Donc, c'est ça le virement de négociation. Il faut négocier pour l'avenir de ces pays, pour préserver, par exemple, la paix et la paix sociale dans ces pays. Merci beaucoup, professeur. Vous avez été extraordinaire ce soir. Nous présentons nos excuses pour nos téléspectateurs qui ont voulu aussi que nous puissions parler de la sentence qui est tombée depuis le mardi. Dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, condamné à 18 ans de prison ferme pour crime de guerre, crime contre l'humanité commis en République centrafricaine en 2002-2009. On en parlera la semaine prochaine. Souffrez quand même pour ce jeudi. Merci, professeur Stéphane Ndita, président du Parti du Peuple pour le Progrès du Congo. Je vous remercie. Merci, professeur Kalele, président du Front pour le nouveau type des Congolais, membre de la dynamique de FAC et du Rassemblement. Professeur Omeonga, merci aussi. Vous êtes de la majorité présidentielle, secrétaire général adjoint chargé de l'idéologie du PRP. Maïlo Mbumba et Jules Tshibamba étaient à la réalisation de ces numéros de table ronde. Portez-vous bien. À très bientôt. On se salue.